La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous poursuivons notre exploration des origines de la sécurité sociale dans ce deuxième épisode consacré à l'ordonnance de 1945. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à écouter la première partie pour mieux comprendre cet épisode. Pour approfondir notre réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Bruno Valatte, historien agrégé, maître de conférences en histoire contemporaine et secrétaire à la rédaction de la revue d'histoire de la protection sociale, disponible sur le portail de Sciences sociales Cairn. Bonjour Bruno Valatte, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la mise en place concrète de la sécurité sociale. Comment a-t-elle été instaurée malgré les difficultés de l'époque ? Quels changements a-t-elle apporté au quotidien des Français ? Et comment a-t-elle évolué dans ces premières décennies ? Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler comment s'est déroulée la mise en œuvre de la sécurité sociale ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Oui, il y a eu des difficultés, on va dire essentiellement matérielles. Comme je l'ai dit lors de notre premier épisode, la situation de la France était très difficile. Il y avait des pénuries dans tous les secteurs et on manquait de tout. Donc, dans ces conditions, mettre en œuvre la réforme et la faire fonctionner rapidement, c'est-à-dire dans les semaines, les mois qui ont suivi la parution des ordonnances d'octobre 1945, eh bien, ça a été une sorte d'exploit. Pour autant, là encore, on ne partait pas complètement de rien. Il existait, comme je l'ai dit, d'anciennes institutions et donc ces institutions, elles s'appuyaient sur des organismes avec du personnel et un savoir-faire dont la Sécu devait prendre la place. Alors, on a reclassé en grande partie le personnel et même les locaux des anciennes organisations. Mais il n'en reste pas moins qu'il fallait tout réorganiser et puis parfois, dans certains cas, recréer à partir de rien. Je pense notamment aux villes qui avaient été victimes de bombardements où on manquait de locaux et où parfois on a commencé à bricoler avec vraiment les moyens du bord. Et puis il y avait aussi un autre aspect, une autre difficulté, c'était la pénurie d'administrateurs. Comme je vous l'ai dit, dans les nouvelles caisses, on voulait que les représentants des syndicats ouvriers soient majoritaires. Et donc, il fallait trouver des administrateurs en grand nombre. Et ça n'a pas été toujours très évident. Et c'est là que la CGT, notamment, qui était très puissante à l'époque, et qui était de loin le principal syndicat, et donc qui était appelé à avoir le plus grand nombre de représentants, du coup, s'est démené pour trouver un grand nombre d'administrateurs. D'autant plus que l'autre syndicat, la CFTC, qui était mécontente de certaines décisions, notamment donc autour de la caisse unique, comme je vous l'ai dit, eh bien, a dans un premier temps refusé de participer. Donc, ça a fait porter sur les épaules de la CGT, à côté de l'administration, de lourdes responsabilités. Les choses ont été facilitées par la présence d'un militant communiste, qui était également membre de la CGT, et qui s'appelait Ambroise Croizat, au ministère du Travail, où il a succédé donc à Alexandre Parodi, le ministre de la Création de la Sécurité sociale, en novembre 1945, et où il est resté jusqu'au mois de mai 1947. D'ailleurs, Ambroise Croizat sera ultérieurement présenté par le PC, ce qui est un peu abusif, comme le père, entre guillemets, de la sécurité sociale. Très bien, et une fois en place, la sécurité sociale a-t-elle eu un impact immédiat sur la vie des Français ? A-t-elle permis d'améliorer le quotidien ? Alors, je dirais oui et non. Il y a eu des changements, évidemment. Les allocations familiales, par exemple, ont été portées à un niveau très élevé. Les pensions de retraite ont pu être servies. Et surtout, elles ont pu être protégées de l'inflation. Alors, à partir de 1948 seulement. Mais enfin, c'est pas très très loin de notre période. Grâce notamment au passage à la répartition, c'est-à-dire à l'utilisation des cotisations versées par les actifs pour payer immédiatement les pensions des retraités. C'est une décision passée à la répartition qui a été prise en fait dès 1941, dans un contexte de grande difficulté financière. Parce que jusque-là, le système qui prévalait, c'était la capitalisation. Ça veut dire qu'on accumulait des sommes qui étaient épargnées pendant une très longue durée pour constituer les retraites. Mais ce système n'avait pas marché. Donc on a dû en changer. Et puis, dans un dernier domaine, les soins de santé, ils devaient en théorie être remboursés à 80%, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Donc, tout ça,
semble indiquer qu'il y a eu des améliorations importantes et immédiates. Mais en réalité, c'est pas si évident que ça, hein. Si on prend les soins de santé, par exemple, les médecins vont rapidement refuser d'accepter de jouer le jeu des tarifs de la Sécu. Et donc, les soins de santé ne seront pas remboursés à 80%. Il faut ajouter aussi que le système de santé, et notamment les hôpitaux, était dans un état déplorable en 1945. Et donc, il n'était pas facile de se faire soigner correctement. Donc, en fait, les changements ont été progressifs. Et c'est surtout grâce à la croissance économique des 30 glorieuses, c'est-à-dire en gros donc jusqu'à la fin des années 60, au début des années 70, la croissance économique qui a dégagé des ressources de plus en plus importantes via les cotisations, qui a permis d'améliorer les prestations de manière significative et puis aussi d'étendre la couverture sociale. Mais malgré tout, pour vous prendre un simple exemple, en mai 1968, au moment donc des événements que vous connaissez, puis des accords de Grenelle, qui prévoyait un effort en matière sociale, eh bien, à cette date, la pension de retraite moyenne du régime général, elle était encore nettement inférieure au salaire minimum, au SMIC. Donc, vous voyez, beaucoup de chemin restait à parcourir encore. Vous venez de souligner que les évolutions ont été progressives, mais si l'on compare la sécurité sociale de ses débuts à celle d'aujourd'hui, quelles sont les principales différences ? Peut-on parler d'un progrès continu ou d'une stagnation depuis cette époque ? Le visage de la Sécu était assez différent de ce qu'il est aujourd'hui, pour pas dire très différent. Bon, d'abord, comme je viens de vous le dire, les prestations restaient faibles, sauf exception. L'exception remarquable, donc, c'était les allocations familiales, qui étaient beaucoup plus élevées à cette époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais c'est vraiment le seul cas. D'ailleurs, les allocations familiales représentaient à cette époque le premier poste de dépense de la sécurité sociale, ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui à imaginer. Ça s'explique par le fait que le pays sortait d'une sorte d'hiver démographique après 2 guerres mondiales et une grave crise économique, et que l'augmentation du nombre des naissances était une priorité. Donc, il fallait des allocations familiales importantes et incitative. Mais ça fait une différence importante par rapport à aujourd'hui. Une autre différence importante qu'on peut citer concerne l'assurance maladie. Dans l'assurance maladie, les indemnités journalières, qui sont versées encore aujourd'hui en remplacement du salaire pour les jours non travaillés, quand les assurés sont malades, représentaient, au lendemain de la guerre, la moitié des dépenses de l'assurance maladie, contre à peine 15% aujourd'hui à peu près. Alors, c'est très différent, là aussi, de la situation qu'on connaît. Ça s'explique par le fait que les soins coûtaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui et que l'état sanitaire de la main-d'œuvre était déplorable après la guerre et les privations. Donc, il y avait un absentéisme considérable. Et puis, un autre aspect qu'on peut évoquer, c'est que la Sécu restait pour l'essentiel réservée aux salariés. Le régime général, en particulier, c'était que pour les salariés. Les agriculteurs, les indépendants, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les professions libérales, n'avaient pas d'assurance maladie obligatoire. Ils devaient se contenter de mutuelles. Et ils devront attendre les années 60 pour avoir une assurance maladie obligatoire comparable à celle du régime général. Leur premier régime de retraite, eux, n'ont commencé à fonctionner que dans les années 50, comme les régimes de retraite complémentaires des salariés d'ailleurs. Et il n'existe pas non plus d'assurance chômage nationale. Elle sera mise sur pied qu'en 1958 par les partenaires sociaux. Donc on peut dire que la protection apportée par la Sécu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même jusque dans les années 60, était nettement plus faible qu'aujourd'hui dans presque tous les domaines. Encore une fois, les plus grands progrès seront réalisés à la fin des années 60, dans les années 70, 80, voire le début des années 90. Et depuis, on assiste à une sorte, on va dire, de stagnation, mais à des niveaux de protection qui restent quand même très élevés. La Sécu française reste aujourd'hui encore une des plus protectrices. Merci beaucoup Bruno Valade pour cet éclairage. Merci à vous. Cet épisode clôt notre retour sur la création de la sécurité sociale. Mais nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale sur les 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.